Donc on poursuit le document. Donc, euh, alors, relation avec la logique des défauts de Reiter. Donc il a été noté euh, dans le papier numéro 11 que les ELP, alors les ELP, je vous rappelle ce que c'est que les ELP, je l'ai noté. Là voilà, c'est un Extended Logic Program, c'est-à-dire c'est en fait un programme logique dans lequel on a potentiellement la première extension qu'on avait vue précédemment, là, c'est-à-dire les contraintes de Facity, directement exprimées, ou alors, non, pardon. Les ELP, c'est des programmes logiques normaux dans lesquels tous les atomes peuvent être des atomes niés au sens de la négation forte. Donc voilà ce que c'est que les ELP pour être bien clair. Et que donc les ELP sont très proches de la célèbre logique des défauts de Reiter, qui est détaillée dans l'article 38. Alors, pour une clause CELP de la forme 13, alors la forme 13, je me souviens plus, ça doit être juste au-dessus, voilà, c'est évidemment celle qui définit les règles LP. Ben en fait, on considère le défaut. Alors, le truc de la logique des défauts, c'est que moi je suis pas familier avec la logique des défauts, donc je risque de dire encore plus de bêtises que d'habitude. Donc on a une expression DC qui, j'imagine que en haut du trait, au-dessus du trait vertical, c'est des prémices et en dessous c'est une conclusion. Donc si on a B1 et BM comme prémisse et note C1, note CN comme prémisse aussi, note point. Bon, j'imagine que ça doit correspondre en notation de logique des défauts. C'est-à-dire qu'en fait, avec la notation neg.ci, c'est l'opposé de ci. C'est-à-dire qu'en fait, ah oui, d'accord, neg.a, c'est soit neg de a ou neg de a. Donc c'est a. Ok, donc bon, d'accord, ça c'est la notation en logique des défauts probablement. Et alors du coup, on a un théorème qui nous dit quoi? Qui nous dit soit P, un programme logique étendu, un ELP, et T qui est alors pour toutes les clauses de P qui définit un ensemble avec DC, la syntaxe qu'on a, enfin les clauses qu'on a qui sont définies juste au-dessus avec la syntaxe du dessus de la logique des défauts. Bref, c'est la théorie des défauts correspondante à notre programme P. Alors, on a le théorème qui dit que M est un answer set de P si et seulement si E égale Cn de M est une extension de défaut consistante de T. Donc ça doit être, j'imagine, ce qu'on cherche dans la théorie, dans la logique des défauts, ce qu'on cherche à trouver, des extensions de T, probablement, et évidemment consistantes, des extensions par défaut consistantes de T. Et donc, les programmes logiques étendus, sous la sémantique des ensembles de réponses, peut être vu comme un fragment de la logique des défauts. D'accord. Donc, donc la logique des défauts semble plus générale. Très bien. Alors le point 5.3, donc c'est la dernière extension. On a vu comme extension donc enfin les contraintes quoi, avec les règles tueuses en fait. Ensuite on a vu, donc ça c'est en fait une extension mais qui est utile pour la deuxième extension qui est l'ajout de la négation forte. Et la troisième extension c'est donc la disjonction en tête de clause. La prochaine donc extension aux programmes logiques normaux, c'est la disjonction dans les têtes de règles. Alors l'usage de la disjonction est naturel.
quand on fait de la modélisation en logique du premier ordre, effectivement, c'est un peu handicapant de ne pas pouvoir utiliser la disjonction. Et c'est naturel pour exprimer en fait de la connaissance un peu indéfinie. Par exemple, la règle qui nous dit que X est une personne implique que X est de sexe masculin ou X est de sexe féminin. Voilà, c'est une indétermination. On ne sait pas à partir du moment où on n'a pas plus d'informations sur X que le fait que ce soit une personne. Donc un autre exemple, c'est un fait disjonctif. Donc un fait disjonctif, ben, au lieu d'être sûr qu'on a Tom s'est cassé la main gauche, ben, si on sait juste que Tom s'est cassé une main, on va pouvoir dire Tom s'est cassé la main gauche ou bien Tom s'est cassé la main droite. Voilà. Le bras, oui, je ne sais pas pourquoi ils mettent arme ici. Bon, bref. Voilà, mais on ne sait pas. Donc l'information disjonctive est une extension naturelle en modélisation pour exprimer un, voilà, quelque chose qu'on ne sait pas, une indétermination, et aussi pour créer du non-déterminisme dans les programmes logiques. Parce que par exemple, une règle qui nous dit C est un composant implique que C est OK ou que C n'est pas OK. C'est un composant qu'on a dans notre liste de composants de machine, ben soit il fonctionne, soit il ne fonctionne pas. Voilà, du tout. Et dans chaque état alternatif du composant, euh, évidemment, il va falloir prendre potentiellement des résolutions différentes. Enfin, il va falloir effectuer des actions différentes pour résoudre notre problème, en fonction de si ça fait partie de la modélisation de notre problème, si ça fait partie de notre programme, celui qu'on a résolu. Donc la sémantique des règles disjonctives est telle que on conclut à l'une des alternatives. Il faut qu'on conclue, qu'on choisisse une alternative comme étant l'alternative qui est vraie. C'est le principe de minimalité qui nous dit ça. Qui nous dit ben, on va pas chercher on va pas chercher à faire en sorte que toutes les alternatives soient vraies, mais on va chercher à résoudre notre problème avec une des alternatives qui est vraie. Donc dans le prochain exemple, on regarde différents programmes disjonctifs et les modèles que chacun des programmes admettent. Alors par exemple, donc la disjonction est minimale, c'est-à-dire qu'à partir d'une règle, on infère habituellement seulement un atome à la fois. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ici on a un programme avec une seule règle qui est un fait disjonctif en réalité, dans lequel on va dire bah, soit on a A, soit on a B, soit on a C. Du coup les modèles minimaux, bah, c'est soit A tout seul, enfin ils sont au nombre de 3, le premier contient A tout seul, le deuxième contient B tout seul, et le troisième contient C tout seul. Il n'y a pas de modèle plus petit pour 15, parce que vide, ça ne peut pas être un modèle. Ça ne peut pas être un modèle de ça. Il faut, s'il n'y en a rien qui est vrai, bah, la disjonction de plein de trucs qui sont faux, c'est faux. Donc notre interprétation vide, elle ne rend pas vrai notre formule 15. Donc c'est pas un modèle. L'interprétation, maintenant, si on prend l'interprétation qui contient AB, alors c'est un modèle du programme parce que si A est vrai et B est vrai, mais pas C, ben, la disjonction de A et de B et de C est vraie. Mais comme on a vu que A tout seul ou B tout seul était plus petit, alors I n'est pas minimal, clairement. Voilà. Ensuite, si on regarde d'un peu plus près les modèles minimaux des programmes disjonctifs, on peut observer euh, qu'ils sont en réalité des sous-ensembles minimaux.
enfin, pardon, on peut regarder qu'ils sont en réalité minimaux par rapport à la notion de sous-ensemble, par rapport à l'inclusion ensembliste. Par exemple, si on prend le programme ici constitué de deux faits disjonctifs, donc dans le premier on sait qu'on a A ou B, et dans le deuxième on sait qu'on a A ou C. Les deux modèles minimaux, c'est A d'un côté et BC de l'autre. Tiens, d'ailleurs, ça fait penser à la notion de transversale minimale dans un hypergraphe. Mais bon, ça, c'est un problème probablement utilisé ici, qu'on peut utiliser ici, mais bon, on verra s'il y a un lien après. Alors, l'interprétation J, qui serait composée de A, de B et de C, elle est un modèle pour 16 et 17, puisque c'est un modèle, et donc c'est un modèle du programme. Mais par contre, J, on voit bien que c'est un surensemble strict de BC et de A. Donc en fait, J n'est pas minimal, clairement. Alors on note que A est aussi est le seul modèle minimal singleton, parce que si on prend B tout seul, ça va pas satisfaire le programme, puisque B tout seul, ça va être un modèle de 16, mais ça sera pas un modèle de 17. Et pareil pour C, qui sera un modèle de 17, mais pas un modèle de 16. Un autre exemple, si on a un programme avec un fait disjonctif et une règle, le fait c'est on a A ou on a B, et la règle c'est si j'ai B, alors j'ai A. Là, je serais tenté de dire, avant de regarder la solution, qu'on a un modèle minimal, c'est A, et que B n'est pas tout seul, B n'est pas modèle, parce que si j'ai B, j'ai forcément A. Voilà, donc A, je dirais que c'est ça. Le seul modèle minimal, c'est A, sinon AB est aussi un modèle. Voilà, c'est ça. Donc A, c'est le seul modèle minimal, et AB est un modèle, mais c'est pas minimal par rapport à l'inclusion ensembliste. L'interprétation B toute seule n'est pas un modèle, comme je le disais, puisque B tout seul satisfait 18, mais ne satisfait pas 19, parce que si B est vrai, alors A doit être vrai. On note aussi que la disjonction ne devrait pas être comprise comme étant exclusive. C'est ce que j'évoquais il y a quelque temps. Le symbole de disjonction, par défaut, il est inclusif. Donc, un exemple, là, si on a trois clauses disjonctives avec A ou B, B ou C, A ou C, le modèle, alors il y a trois modèles minimaux, il y a AB, AC et BC. Chacun de ces trois modèles minimaux ne sont pas contenus dans les autres, donc ils sont vraiment minimaux. Mais l'intersection de deux quelconques de ces modèles minimaux n'est pas vide. Donc on n'a pas, voilà, c'est pas parce qu'on a une disjonction que forcément ça doit être exclusif. Non, c'est pas. On peut avoir des modèles qui sont parce que précédemment en fait on avait des modèles minimaux, par exemple A et BC ici qui sont dont l'intersection est vide. Là on a trois modèles minimaux avec A, B et C dont l'intersection 2A2 est vide aussi. Et on pourrait se dire bah en fait ça vient du fait que la disjonction est exclusive en réalité. En réalité ça n'a rien à voir. La disjonction n'est pas exclusive, elle est inclusive. Et on peut très bien avoir des modèles minimaux qui ont une intersection non vide. On peut aussi maintenant considérer l'utilisation de règles disjonctives par comparaison avec la négation stratifiée, la négation non stratifiée, pardon. Donc on revient à l'exemple de Dilbert. On avait vu que ça pouvait pas être stratifié. Ce programme-là ne pouvait pas être stratifié. Donc, on rappelle que ce programme-là exprime qu'un homme, c'est soit quelqu'un qui est célibataire, soit quelqu'un qui est un mari. Et alors, du coup, on a finalement la possibilité d'exprimer la même chose avec un programme disjonctif en disant
euh, ben, Dilbert est un homme, et quand X est un homme, alors X est célibataire ou X est un mari. Alors là, la question que je me pose, c'est est-ce que justement il n'y a pas un problème une différence quand même? Est-ce qu'il y a vraiment une équivalence stricte dans le sens où est-ce que il n'y a pas un problème de justement d'exclusivité ou pas? Parce que là, quand on dit euh, X est un homme, implique X est célibataire ou X est un mari, comme la disjonction est inclusive, ça veut dire qu'il peut être les deux. Alors que là, s'il est les deux, est-ce que je peux avoir est-ce que je peux avoir un modèle avec les deux? Oui, je crois que oui. Parce que si j'ai man de Dilbert, husband de Dilbert et single de Dilbert dans une même interprétation, euh, c'est un modèle, mais ça doit peut-être pas être un modèle stable. Alors, est-ce que c'est un modèle déjà? Si j'ai husband de Dilbert, ça veut dire que husband de Dilbert est vrai, donc que not husband de Dilbert est faux. Donc la première est vérifiée. Et pareil pour la deuxième. Donc c'est un modèle, mais par contre, est-ce que c'est un modèle stable? Alors, un modèle stable, euh, si je reviens précédemment, un modèle stable, son intersection avec le plus grand ensemble infondé créé à partir de lui-même doit être vide. Est-ce que je peux vérifier vite fait que c'est vrai? Euh, alors, il faut juste que je me rappelle comment on fait. Euh, je me souviens plus comment on fait. Alors, il faut donc calculer UP de I le plus grand possible. Bon, ça doit sans doute être dit. Bon, je suis paresseux, je vais regarder. Alors, ici, l'utilisation de la disjonction est plus intuitive. En fait, on peut voir que la règle 27 résultant respectivement de, résulte de 24 respectivement de 25 par un décalage du littéral nié not husband de X, respectivement not single de X. Dans la tête, classiquement, les clauses sont équivalentes. Euh, Ah oui, d'accord. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va pas faire le. Non, non, on va pas faire le. Ce que j'étais en train d'essayer de vérifier. Par contre, on va prendre l'expression de cette règle-là. On va remplacer l'implication par sa définition avec ou et, c'est-à-dire que là, on aura la formule logique équivalente suivante qui est de dire note. Alors, donc la négation forte de man de X, disjonction, la négation forte de not husband de X, disjonction single de X. Mais du coup, je peux faire passer ça de l'autre côté, considérer que c'est seulement note, enfin négation forte de man de X, donc man de X qui implique le reste, quoi, c'est-à-dire euh, single de X ou bien négation forte de not husband de X. Et alors là, par contre, il ramène ça direct à husband de X, ce qui est peut-être un petit peu.
Ouais, ouais, je suis pas certain. Alors, je vais écrire là pour montrer un peu quel est mon trouble. Euh, donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui me trouble ici? Eh ben, ici, c'est la chose suivante qui me trouble. Si je comprends bien l'explication qui nous est donnée, on nous dit, ben voilà, on a single de man de X, not husband de X. Donc, en fait, on traduit ça par la formule suivante. Single de X, ou bien, tout ça parce que le corps implique la tête, ça peut se dire aussi la négation du corps ou bien la tête. Donc, la tête ou bien la négation du corps. Donc, la négation du corps, c'est not man de X, ou bien not. Alors, note de quoi? Bah, note de note au sens par défaut, husband de X. Et du coup, on fait passer ça en tête, donc avec single de X, et donc on obtient la règle suivante qui nous dit single de X ou négation forte de not husband de X impliqué par man de X. Et là, ben là, on nous dit ça, ça c'est équivalent à husband de X. C'est là où je trouve. Alors si mon explication est juste, hein, si j'ai bien compris ce qu'il veut dire, je suis pas sûr, mais c'est là où ça me paraît un petit peu, voilà quoi. Euh, la négation par défaut, hein, encore une fois, c'est je ne peux pas montrer que j'ai husband de X. Et alors la négation forte de tout ça, comment ça fait? Ça veut dire que je n'ai pas le fait que je ne peux que je ne peux pas montrer que husband de X. Donc la négation de je ne peux pas montrer que j'ai husband de X, ou plutôt rien ne me dit que j'ai husband de X. La négation de ça, c'est quelque chose me dit que j'ai husband de X. Donc husband de X, ouais, donc en fait c'est pas si bête que ça. Ok. Et alors ce sur quoi j'étais parti précédemment, c'était c'était sur le fait de dire est-ce que c'est vraiment possible? Parce que ça, du coup, ça peut générer un modèle dans lequel X est à la fois husband et X est single, sauf que en réalité, ben, ça ne sera pas un modèle minimal. Et donc, je pense qu'il faudrait voir, parce que là, du coup, on avait vu qu'on pouvait avoir comme modèle clairement man de Dilbert, husband de Dilbert et single de Dilbert, comme ici, mais que c'était probablement pas, a priori, un modèle stable. Il faudrait vérifier en calculant le plus grand ensemble infondé, ce que j'avais ce dont je ne me souviens plus très bien, enfin, je me souviens plus très bien comment on fait, mais peu importe, je pense qu'on arriverait à la conclusion qu'il n'est pas stable, ce modèle-là, ce qui doit correspondre au fait que le même modèle pour ce programme avec 26 et 27 n'est pas minimal. Voilà. Du coup, on va pouvoir définir les programmes logiques avec disjonction. Donc là, je vais avoir une petite définition à surligner en bleu. Donc, un programme logique étendu disjonctif, EDLP, est un ensemble fini de règles, donc A1 ou AK, impliquées par B1, B2, Bm et note C1, virgule note Cn.
avec KMN qui sont des antipositifs, ou nuls, et avec AI, BI, AI, BJ et CL, qui sont des atomes ou des atomes fortement niés par négation forte. Et donc là, on voit bien que on a quand même une belle expressivité en réalité grâce à ces règles-là. Quand on part des règles, en fait, une règle, si on voulait faire une comparaison, une règle d'un programme logique, une règle prologue classique, c'est une règle qui fait uniquement ça. C'est-à-dire il y a un atome dans la tête de règle et il n'y a que des atomes non niés par négation par défaut et en plus non niés par négation forte. Voilà, on aurait ça. Donc on voit bien l'extension d'expressivité qui est quand même importante ici. Alors évidemment, on aura toujours le problème, hein, c'était évoqué précédemment, hein, probablement on aura toujours le problème d'indécidabilité qui viendra des fonctions, plus de la complexité sans doute assez élevée pour résoudre ça. Mais en termes d'expressivité, on a quand même quelque chose de très chouette. Alors la sémantique pour des programmes EDL, donc pour des EDLP, peut être définie de manière similaire à celle pour des ELP, à la différence que à la place de choisir un modèle stable M de P, c'est-à-dire M est le plus petit modèle du réduit PM, on définit quoi? On définit un answer set M d'un EDLP P. Oui, c'est ça, parce que précédemment, pour les ELP, pardon, là j'étais un peu largué, pour les ELP, un answer set, c'est un modèle stable, c'est-à-dire un plus petit modèle, on l'a vu, du réduit de P par M, par lui-même. Donc ici, la notion d'answer set, ça ne sera pas directement celle du plus petit modèle ou d'un plus petit modèle du réduit qu'il implique par rapport au programme, mais ça sera quoi? Ça sera un modèle minimal du réduit alors du coup, alors, puisqu'il y a plusieurs modèles minimaux de PM qui peuvent exister. Alors, là, c'est intéressant parce que du coup, ça met en valeur le fait que je vois pas bien la différence entre le, ah oui, d'accord, c'est ça. Oui, parce que, oui, des modèles stables, il peut y en avoir plusieurs. J'allais dire, je vois pas bien la différence entre le plus petit The List Model et un modèle minimal. Non. Euh, je vais essayer de clarifier ma pensée et on va voir après si jamais j'ai raison. Donc là, on a, pour clarifier ma pensée, donc ce qui me posait problème, c'est quelle est la différence entre minimal model et list model, etc. Mais en fait, quand on a P, un nœud LP, on sait que P peut avoir plusieurs modèles stables. D'accord? Possiblement 0, 1 ou plusieurs modèles stables M. Par contre, un modèle stable, et donc, euh, chacun autant d'Answer set. D'accord?
puisque, puisque c'est la définition, c'est d'être un modèle stable. Et chaque M est, c'est quoi? Chaque M, c'est par contre euh, le list modèle du réduit P de M. Pourquoi on dit le list modèle du réduit P de M? Parce que P de M, il en a qu'un, un plus petit modèle. Hop, on n'a qu'un plus petit modèle. Et pourquoi il a qu'un plus petit modèle? Bah, tout simplement parce que P de M, c'est un programme positif. Les programmes positifs, on les a vus au début et on sait qu'ils ont qu'un plus petit modèle de Herbrandt. Alors que là, dans le cas de P, ED, LP, alors il va probablement y avoir aussi plusieurs modèles stables, j'imagine. Euh, euh, je pense que c'est ça. On verra, hein, je corrigerai si jamais c'est faux, bien sûr. 0, 1 ou plusieurs modèles stables. La tablette est buggée. Donc voilà. Et alors là, par contre, on a on va faire la remarque suivante, qui est de dire que en fait, PM, mais ici, PM a potentiellement plusieurs modèles. PM a potentiellement plusieurs modèles, pardon. Le réduit, PM a potentiellement plusieurs modèles. Donc en fait, chaque modèle stable, en fait, chaque answer set, c'est un modèle minimal. Je vais l'écrire. Chaque answer set est, ah zut, on voit plus, est un modèle minimal de P de M pour M, un modèle stable de P. Je dirais que c'est ça. Alors, je suis pas tout à fait encore sûr. C'est-à-dire qu'avant, on avait un answer set, c'était un modèle stable, M, alors que là, un answer set, ça découle, en fait, un modèle stable M va définir potentiellement plusieurs answer sets, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est ça? Donc, à la place de choisir un modèle stable M, pour, comme étant un answer set, on définit un answer set M d'un programme PDLP comme un modèle minimal M du réduit P de M euh, puisque P de M peut avoir plusieurs modèles minimaux. Je suis pas sûr de bien comprendre en fait. Je pense qu'il y a peut-être des bêtises là dans ce qui est écrit là à l'écran.
On va continuer la lecture. J'imagine qu'il y a une formalisation qui va nous éclaircir tout ça. Voyons. Alors, lisons la suite, parce que là, c'est pas très clair. Alors, bah, on a un exemple, c'est quasiment encore mieux. Donc, on considère le programme P, justement, celui qui nous dit que Dilbert est un homme et que si X est un homme, alors X est un mari ou X est un célibataire. Et donc, il y a deux answer sets pour P. C'est man de Dilbert et single de Dilbert, et man de Dilbert et husband de Dilbert. Euh, alors, et donc là, please note that P is not free positive. Oui, c'est ça, il est positif. Donc en fait, oui, c'est ça, il est équivalent à à son réduit en fait. Enfin oui, grande de P, mais même le programme d'origine, grande de P est équivalent à son réduit puisqu'il n'y a pas de négation pour chaque interprétation M. Mais il y a un truc, je comprends pas bien. Je comprends pas bien. Euh, c'est encore pas très clair. Hum, alors, je lis la fin et après je reviens. Donc, il est bon de mentionner ici que les answer sets des EDLP peuvent aussi être définis de manière très jolie en logique équilibrium, qui est une version non monotone de la logique du ici et là, que je ne connais pas, une logique intermédiaire entre la logique classique et la logique intuitionniste. Il me semble que la logique intuitionniste, je crois qu'elle est basée sur le fait qu'on ne peut pas faire de raisonnement par l'absurde ou ce genre de truc. Mais bon, ça doit être des bêtises, donc je dirais. Cette logique est bien adaptée pour capturer seulement les EDLP, non seulement les EDLP, pardon, mais aussi d'autres extensions des programmes logiques normaux. Hum, euh, alors, si je reviens ici, je fais une petite capture d'écran et puis on va essayer d'analyser, de commenter par rapport à ce qu'on avait écrit tout de suite là. Voilà. Donc, alors, ici, on dit quoi? Ici, là l'hypothèse, c'était de dire ça, et il semblerait que c'est faux. Alors, on nous dit quoi? On nous dit un answer set M d'un EDLP P, c'est un modèle minimal du réduit de PM. Euh, alors avant il n'y en avait qu'un, un modèle minimal, donc il était forcément le plus petit. C'est juste c'est la seule différence en fait. Donc oui, non, ça doit être faux, ce que j'ai écrit. Alors, on va fermer ça. Alors, je vais réfléchir 2 minutes. Donc, de retour, en fait, c'est tout bête. Effectivement, j'étais dans l'erreur, donc ça, c'est des bêtises. On va corriger en rouge. Alors, qu'est-ce qui était faux là? Euh,
Là, en fait, c'est mal écrit, c'est juste mal écrit. Euh, c'est qu'en fait, il faut voir les choses de la manière suivante. On a P, ELP, d'accord? Si on a ça, alors ça c'est l'hypothèse de départ. Si on a euh, quel que soit, en fait, quel que soit M interprétation, P de M, le réduit de P de M, ou bien, le réduit de ground de P de M, ce programme-là, il n'a qu'un seul plus petit modèle. Il n'a qu'un seul modèle. Ah, il n'y a pas de. Il n'a qu'un seul modèle min et c'est du coup c'est du coup un modèle stable. Donc voilà. Donc on arrête d'écrire les choses comme ça parce que c'est mal écrit. Et quand on a P, EDLP, c'est qu'en fait, quel que soit M interprétation, P de M, ou aussi ground de P de M, peut avoir plusieurs modèles min, qui sont autant de modèles stables, qui sont autant de modèles stables. Et donc, d'Answer set. Voilà, c'était juste ça, la différence a été bien plus simple en fait. Et là, c'est un answer set. Voilà. Donc ça, c'est faux, clairement. Voilà. Bon, ça y est, donc ça c'est bon, on a compris ça. Voilà. Et après, donc, on va passer aux propriétés sémantiques des disjonctifs ELP.